Enchanté. Marie-Paul Dufond, je suis professeure d'éducation musicale au lycée Georges Brassens. Et ma collègue Catherine Maillet-Virol a organisé cette expédition, je ne sais pas comment formuler le terme, et j'ai tout de suite adhéré à ce projet, car pour moi il me paraît très très important d'aller sur place, voir ce qu'ont vécu les personnes déportées durant la dernière guerre. Du lycée Georges Brassens. Donc on m'a dit qu'il restait des places de libre pour la participation d'Auschwitz. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire un voyage comme ça historique. Et à mon avis, je l'aurais jamais fait tout seul sans l'aide du lycée en fait. À Ozorków en Pologne. Là c'est mon oncle Salomon, le plus jeune, là, voilà il est là. Et là c'est mon arrière-grand-père Chia Waldman, Rochla Waldman c'est sa femme, non voilà ici, et ça c'est ma grand-mère, Malka Bofa. Et donc presque tous sauf un ou deux, en 1938 ils étaient tous vivants. Alors en 40-42, à part un ou deux dans si les arrière-grands-parents étaient décédés, mais dans ces personnes-là, il y en avait un ou deux qui arrivaient dans la tranche d'âge 75-80, qui pouvaient être morts de mort naturelle. Mais hormis les un ou deux dans cette photo, tous les autres étaient vivants. Et après la guerre, il n'y en a aucun qui était vivant. Mais il m'a raconté une anecdote qui m'a marqué terriblement. Quand les Russes sont approchés du camp, les Allemands sont partis. Et puis il me disait, on mourrait tous, comme ils n'avaient plus rien à manger du tout. Et les Polonais ont commencé à traîner autour du camp. Et il s'est approché des grillages, il a demandé un bout de pain à un Polonais. Le Polonais a fait ça. Mon père, il a dit, j'ai pensé à toi et à ta sœur, j'ai une sœur. Il y avait un bout de fil de fer qui traînait par terre, il s'est arraché une couronne qu'il avait en or, il l'a donné au Polonais qui lui a donné un petit morceau de pain. Il m'a dit c'est peut-être grâce à ça que je vous ai revu. Pas forcément parce qu'on a de la famille qui morte qu'on n'est pas sensible à ça, on peut très bien. Mon père a été déporté Dans son voix. Il y a une... Oui, j'ai témoigné pour mon père qui était rescapé. D'accord. Et ça m'étonne de vous entendre dire que vous ne connaissez rien. Ah, mais on ne connaissait rien. On en est encore pas. Par exemple, tu dis je sais qu'il y a des gens qui sont morts, mais je ne sais pas qui. Non, je parle de ma famille. Oui, de ta famille, justement. Ça m'étonne que... Mais si je ne sais pas, à mon avis, c'est que sans doute il n'y en a pas eu. Sans doute il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. À partir du 1er mai, c'est obligatoire en Pologne. Il faut mettre les ceintures. Donc, comme partout. Et donc, bon voyage. On se revoit à Birkenau. Il y avait la campagne, il y avait le village polonais qui s'appelait Brzezinka. Brzoza en polonais, c'est le boulot. Parce qu'il y avait là-bas vraiment beaucoup de boulot. À gauche des pierres, c'était cette partie là-bas à gauche, c'était la chambre à gaz. Et cette partie là-bas au fond devant nous, le crématorium, le numéro 3. La même chose que le numéro 2 avec 5 fours crématoires. Chaque four avait 3 foyers, 3 compartiments. On triait les objets qui appartenaient aux victimes. Après arriver, il fallait laisser les bagages sur la rampe de débarquement. De là-bas, on les transportait, c'était les prisonniers, les groupes spéciaux. On les transportait vers ces baraques ici, où ils étaient triés. Je suis enseignant moi-même, j'accompagne les 2 classes de première du lycée Brassens. Et donc à travers ce pèlerinage sur ces lieux, avec les rescapés du convoi 6, on découvre donc l'immensité de ce qui a pu se passer ici. On découvre les lieux et l'existence donc de gens qui rescapés de ce convoi 6. L'histoire émotionnelle, c'est extrêmement difficile, extrêmement dur, donc je vais avoir du mal à vous répondre comme ça de suite. Je
pense qu'avec les élèves, c'est l'objet du reste de la fin de la journée. Avoir une sorte de dialogue, de débat, de retour verbal, surtout ce qu'ils ont pu voir, ce que certains découvrent. Et chaque soir, tous les déportés du camp étaient comptés. On comptait les déportés vivants et morts. Alors il fallait bien sûr apporter les morts dans le camp. Les appels du matin duraient environ 2 heures, mais les appels du soir, c'était beaucoup plus longtemps. C'était 5 heures, 10 heures, 15 heures. Le plus long appel a duré pour Auschwitz 19 heures et c'était en juillet 1940. C'est resté debout, d'accord, mais avec les vêtements habillés ou sans vêtements. Une fois écouté, on a ordonné aux soviétiques de se déshabiller. Appel réalisé en hiver, il faisait moins 20 degrés. Et c'est pas tout. Les déportés qui restaient debout pendant l'appel ont été arrosés avec de l'eau froide. Alors, vous savez, le taux de la mortalité est très élevé. Une grande partie morte gelée, morte, bien sûr, pas seulement d'épuisement, mais morte gelée à cause du froid. Ça, c'est le mur des exécutions de fusillés. Vous avez tous entendu parler de ce mur. Il existait 3 ans, les années 1941-1943. On a exécuté ici des milliers de personnes. Beaucoup de Polonais, des résistants, des otages, aussi des prisonniers de police. Dans la cour, on pendait les déportés, on appliquait des peines et punitions. Vous savez, les punitions les plus fréquentes étaient la bastonnade, vous comprenez le mot, et la punition du piquet. Et je voudrais vous montrer par là 2 piquets en bois, avec des crochets là-haut, vous les voyez? Oui. Et on pendait les déportés sur ces crochets par les mains liées derrière le dos. Les pieds des déportés n'avaient pas le droit de toucher le sol, de toucher par terre. La punition durait longtemps. Très souvent, après la punition, les bras des condamnés étaient cassés ou ils étaient morts. C'était à mon avis l'une des punitions les plus sadiques pour Auschwitz. Le bloc 10 devant vous, c'est le bloc des expériences. Vous avez sûrement entendu parler de Mengele, peut-être de Schumann, Klauberger. C'était les médecins qui choisissaient ici dans les camps de déportés, filles, garçons, hommes, femmes. Et ces personnes servaient de cobayes plus tard. Et qu'est-ce qu'on faisait dans ce bâtiment? Là, les essais de nouveaux médicaments, par exemple pour la société Bayer, il existe encore. On faisait la greffe de la peau et on cherchait des méthodes rapides de stérilisation du peuple slave. Et des centaines de morts. Et ça se passait dans 2 petites pièces situées au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Et par là, le bloc numéro 11 est nommé dans le jargon du camp le bloc de la mort. Vous savez, ce sous-sol, c'est un endroit très important dans l'histoire du camp et très tragique. Et en septembre 1941, on a réalisé ici le premier essai du gazage en moyen de cyclone B. Ça durait 3 jours, c'était les 3, les 4 et les 5 septembre 1941 et on a assassiné 850 personnes, 600 soviétiques et 250 polonais. C'était des malades de l'hôpital du camp. Et ce gazage était plus tard très important pour les sorts de juifs. Entrez s'il vous plaît, entrez s'il vous plaît. Après le gazage à la mort, les prisonniers disaient leur commande coupaient les cheveux aux femmes et aux filles gazées. Ensuite, on les séchait au grenier des crématoriums, on les mettait dans des sacs, on les envoyait en Allemagne, on les vendait à des sociétés allemandes qui produisaient de la toile de crin, des matelas, des couvertures. Et ces cheveux sont gris, c'est le temps qui agit comme ça, ces cheveux vieillissent et s'abîment. Il n'y a pas de produits chimiques qui peuvent les conserver. Peut-être dans 20 ans, 30 ans, on ne les verra plus. Bien, alors on peut dire M3. Ah oui, ça c'est différent. Ah, c'est que des petites chaussures. Ah, c'est que des petits. בזמן קריב ויאמרו אמן. יהיה שמי רבה, יברך לעולם לעלמי עלמיה.
ויתחבר, ויתנבר, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, לעילול שמי דקדושה בריחו, לעולה מכל ברכתה, ושירתה, ותושבחתה, ונחמתה, דאמירון בעלמא ויאמרו אמן. יהיה שלמה רבה, יברך שמי, וחיים עלינו ועל כל עמו ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום עלינו. Auschwitz était autrement disposé. Birkenau était beaucoup plus étendu. Beaucoup plus parce que Birkenau était pris sur les champs qui entouraient. Alors que Auschwitz est une ancienne caserne polonaise, on ne pouvait pas rebâtir d'autres bâtiments que ceux qui existaient. Alors donc Birkenau, au point de vue population, était plus petite que, plus petite que Birkenau. Ici, le maximum, il y avait 30 000 déportés. 30 000. Alors qu'à Birkenau, de toute façon, quand il y avait plus, ils allaient au fond comme un soir. Mais Birkenau, de toute façon, pouvait accueillir beaucoup plus de déportés que Auschwitz. Ici, on les conduisait directement là. Ah oui, oui. Vous savez, l'histoire de ces photos est très intéressante. On les a retrouvées sur le terrain du camp dans une seule valise. Une valise et 2400 photos à l'intérieur. Il les a ramassées pour que le but est très difficile de lire. Mais là, les photos sont formidables. Pourquoi? Dans cette salle, vous arrivez à personnaliser les victimes d'Auschwitz. D'accord? Là, cette partie des photos située devant vous symbolise le monde, la culture, la religion juive qui devait disparaître pendant la Seconde Guerre mondiale complètement. Vous savez, le génocide, c'est bien sûr exterminer physiquement un peuple. Mais pour les nazis, c'était encore quelque chose de plus important. Faire disparaître le passé de ces personnes, d'accord? Faire disparaître leurs origines, traditions. Mon père a été déporté, on a perdu assez rapidement l'appartement où nous étions. J'ai été caché par une cellule communiste dans un sanatorium dans l'Eure-et-Loire. Mais j'y ai passé toute la guerre. C'est bien Ça va frapper. Respire. Allez, Moi, je trouve que personnellement, c'est mon expérience. Parce que voyez-vous, moi aussi j'aime bien vivre. Vivre avec mes enfants. J'ai 3 petits-enfants, plus adorables les uns que les autres. J'apprécie, je vais vous dire, j'apprécie de vivre. Après tout ce que j'ai passé, j'apprécie de vivre. J'ai échappé tellement de fois à la mort. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai pu échapper à la mort dans ce camp. Et alors, c'est pour ça, voyez-vous, que j'aime tellement la vie. Il y a des gens qui disent, oh, j'aimerais bien mourir, oh, j'en ai marre de la vie. Moi, je peux vous dire une chose, j'ai jamais marre de la vie. Je veux vivre, et vivre très très longtemps. Si Dieu me donne le pouvoir de vivre longtemps. Ah, il n'y avait pas un arbre. Rien. Pas de gazon. Rien du tout. C'était le désert avec des fils de fer barbelés et des baraques. Voilà. C'est pour ça que je vous aurais dit, non, je ne connais pas. Ouais, c'est pas du tout ce que nous avions vécu. Pas du tout. C'était entièrement transformé. D'abord, il y a la nature. Vous savez qu'on n'a pas besoin d'arroser pour que l'herbe pousse. L'herbe pousse parce que c'est tout à fait naturel, un arbre pousse parce que c'est naturel. Donc la nature elle-même a changé les lieux. Ça a été fait par un déporté, parce qu'il y a qu'un déporté qui tatouait les déportés, avec une longue... c'était pas une aiguille, c'était une plume comme on écrit, vous savez. Il trempait ça dans un encre, un déporté tenait l'encrier, lui il fait ça, c'est des points. Et ça ne peut plus se aller. Il y en a qui ont eu honte d'avoir le numéro, moi non, moi j'exhibe. C'était pas des gens qui ont parlé, au contraire qui se sont tués. Non, il s'est tué. Il a pratiquement jamais parlé de ce qu'il avait enduré pendant son séjour ici.
J'ai eu très peu de détails par mon père. Ce que je regrette maintenant de ne pas avoir parlé un peu plus avec lui. Et à quel moment vous avez essayé de saisir un peu cette histoire passée, le concernant? Ah bah quand au moment où j'ai eu connaissance de l'association du Convoi 6. Moi, en ce qui me concerne, c'est c'est un silence de ma maman. Donc, suite à la déportation de son père à Auschwitz, on n'a pas eu le temps d'en parler, elle est décédée. On avait prévu de faire le voyage, on ne l'a pas fait. Donc, le temps de remettre toutes les choses en place. Voilà, je voulais le faire, j'ai saisi cette occasion. Et puis en ce moment, je suis en train de récupérer des pièces du poste qui me permettent de un petit peu mieux comprendre cette partie de la vie de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère, dont j'ai pas entendu beaucoup parler. Puis je découvre des gens de la famille. Bon, mon grand-père avait ils étaient quatre à avoir été déportés, frères et sœurs. Et il y en a un qui est revenu, et donc je l'ai découvert il y a 1 an. Disons que à travers le livre du convoi numéro 6, j'ai aussi compris que tous les gens qui avaient été meurtris par ça avaient d'abord, commencé par être silencieux, voire oubliés, je sais pas, peut-être oubliés, non, mais en tout cas ne pas en parler. Et j'ai deux photos de mon grand-père, c'est tout. C'est quand même très émouvant parce qu'on a beau avoir lu, écouté, vu des films, le contact avec la réalité, c'est toujours, comment dirais-je, quand on le touche du doigt, qu'on donne de l'épaisseur, c'est toujours plus émouvant. Et puis moi, de toute façon, ma question, mais ça c'est d'aujourd'hui, mais c'est comment, parce qu'on voit bien à Auschwitz et dans tous les camps de concentration, c'est une organisation extrêmement industrielle, organisée. Il a fallu faire des plans, fabriquer des fours, organiser, et j'en oublie, mais c'est quand même quelque chose qui a nécessité une organisation qui ne s'est pas faite dans un réduit, dans quelque chose de secret. Et donc la question que je me pose à travers cet événement-là, c'est comment les hommes peuvent construire, bâtir des choses comme ça. Et on arrive à cette extrémité. Malheureusement, j'ai pas peur, je sais qu'il y aura d'autres événements de cette nature, peut-être pas avec la même envergure, mais je dirais c'est pas parce qu'il y a eu cette tragédie de la Shoah et puis des camps de concentration de façon générale que les hommes se sont arrêtés de faire des atrocités. C'est ça qui est pour moi très très important, c'est de voir qu'il y a justement des jeunes. Je voudrais voir ce soir, quand on va en parler, voir la réaction que ça va avoir sur si ça fait le même effet sur nous, je sais pas. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Moi j'attends surtout une réflexion importante, qu'ils aient réfléchi à tout ce qu'ils ont vu aujourd'hui et qu'ils aient tous envie que plus jamais il arrive quelque chose et qu'ils s'investissent complètement dans la mémoire et dans l'avenir pour eux. Je connais Charles Petrouchka, dont le père a participé au convoi, était du convoi numéro 6, et Charles Petrouchka est mon voisin. Donc il est venu un jour, on parlait un jour à la maison, et il m'a dit tiens je vais en Pologne, je vais à Birkono, avec l'association du convoi numéro 6, et je lui ai dit moi j'aimerais bien aller avec toi. Donc je me suis retrouvé dans le voyage. Et moi j'avais été marqué quand j'étais gamin, j'avais visité mes grands-parents au Radour-sur-Glane, j'avais 10 ans. Et je m'en souviens encore. Donc je crois que c'est au moins une fois dans sa vie, il faut venir ici. On est tous citoyens du monde, hein. Et c'était la moindre des choses, peut-être rendre un peu hommage, quoi.
exemplaires édités. On a voulu, nous, les membres de l'association et vos professeurs, qu'on se réunisse tous ensemble pour parler, pour peut-être essayer d'un peu évacuer les émotions et les choses que l'on a vues et pouvoir les exprimer. Donc on ne va pas faire de monologue, ni moi ni personne d'autre. On va vous laisser à vous la parole. Je veux savoir si quand vous êtes sorti d'Auschwitz 1 ou 2 ans après, en tant qu'ancien déporté, vous aviez envie de témoigner de ce qui vous était arrivé. Je suis un homme de 86 ans et à chaque coup on a besoin de moi pour venir comme je suis venu ici ou dans d'autres manifestations qui concernent la déportation. Je ne regarde pas l'âge que j'ai, ni si je suis fatigué ou pas, et j'y vais. Les Alliés ne vous ont pas posé des questions sur ce qui s'était passé ou rien? Les Alliés avaient déjà fait une chose, c'est qu'ils avaient déjà passé pas mal de villes, pas mal de pays et pas mal de malheurs. Nous étions au Auschwitz, mais avant nous, il y avait d'autres camps qu'ils ont libérés déjà. Alors que moi je pouvais leur raconter, et d'autres ont déjà raconté. Les sélections au gaz avaient lieu à n'importe quel moment. On n'était donc jamais certain de pouvoir vivre la minute qui suivait. Parce qu'il y avait une telle sauvagerie dans les camps. Comment vouliez-vous penser à aider votre copain quand vous-même vous êtes en danger? C'était pas possible. Il n'y avait aucune solidarité. Alors, attends, excuse-moi ça, je voudrais juste donner un éclairage. J'ai vécu après la guerre dans un milieu où il n'y avait que d'anciens déportés qui étaient revenus, dont mon père qui était revenu, et il y avait uniquement d'anciens déportés. La plupart de ceux qui sont revenus l'ont dû à la solidarité qui existait momentanément à un moment donné. Donc, ce qu'on peut dire, je crois, il n'existait pas une solidarité de tous les instants, parce que l'homme, par nature, est égoïste et pense à sa survie. Mais presque tous sont dus, ceux qui sont venus, à des moments de solidarité. Il faut partir de ce principe. Nous n'étions plus des êtres humains, nous étions des bêtes. Quel sentiment vous pouvez éprouver vis-à-vis des personnes, les nazis par exemple, et est-ce que vous éprouvez de la haine? Quand je suis arrivé au Auschwitz, de retour dans le train qui me ramenait, j'étais celui qui était persuadé que non seulement toute ma famille avait été tuée, mais également ma femme. J'étais marié. Et je suis arrivé chez moi, en passant par l'hôtel Lutetia où nous étions reçus, et j'ai retrouvé ma femme. Il faut déjà vous dire que les pensées que j'avais, soit d'être bandit, voleur ou assassin, je termine. J'avais retrouvé ma femme et petit à petit, j'ai repris une vie normale. Pourquoi? Parce que quand j'ai retrouvé ma femme, elle était démunie de tout. Je n'allais pas descendre dans la rue, assassiner quelqu'un pour donner de l'argent à ma femme. Rien que de l'avoir retrouvée m'a retourné complètement. Je ne suis plus le même homme et les pensées que j'avais auparavant avaient complètement disparu. Je vais faire un grand merci en mon nom propre, au nom de Sam et au nom de tous les gens de l'association. C'est vous remercier vous. Parce que vous êtes absolument des élèves formidables. Et vous avez vraiment participé et fait que ce voyage soit une réussite. Remerciez aussi vos professeurs, parce que c'est très